Le 16 septembre 2022, l'étudiante iranienne d'origine kurde Mahsa Jina Amini meurt en garde à vue après avoir été arrêtée par la police pour avoir mal porté son voile. Le jour même, le pays s'embrase. Au cours des manifestations, plusieurs femmes enlèvent leur voile et défilent en scandant notamment « Femme, vie, liberté », inspiré du slogan féministe kurde. Les manifestations gagnent l'ensemble du pays et donnent à voir une rare solidarité entre les différentes ethnies et entre les hommes et les femmes. Ce mouvement d'une ampleur inédite dans l'histoire du régime des Mollahs pose une vieille question de philosophie politique, celle de la possibilité du soulèvement, de la désobéissance et de la révolution. Shohra Makaremi est anthropologue, chercheuse au CNRS et spécialiste de la violence d'État. Dans son livre « Femme, vie, liberté », elle tient la chronique à distance de cette insurrection. Même si les grosses manifestations ont fini par s'arrêter et que le gouvernement a tenu, pour elle, on a bien eu affaire à un soulèvement de nature révolutionnaire qui s'est attaqué frontalement à plusieurs piliers de la République islamique qui est en place depuis la révolution de 1979. Quand est-ce qu'un peuple cesse de croire en la voie électorale pour changer les choses? Qu'est-ce qui fait qu'un régime tient ou ne tient plus? À quoi tient une révolution? Chaque révolution est différente. Dans cet épisode, on va se concentrer sur le cas iranien. Mais avant de commencer, rappelons quelques éléments historiques. En 1979, un soulèvement mené par plusieurs forces d'opposition au Shah d'Iran renverse la monarchie. Mais très vite, c'est le courant religieux qui prend le dessus. Et les Iraniens votent à une très large majorité pour l'instauration de la République islamique. Désormais, le pouvoir religieux et politique est entre les mains du guide suprême. C'est d'abord l'ayatollah Khomeini, et depuis 1989, c'est Ali Khamenei. Le guide suprême est secondé par un président de la République qui est élu au suffrage universel. Alors il faut aussi savoir qu'il y a eu plusieurs phases dans l'histoire de ce régime. Il y a d'abord eu une décennie extrêmement répressive qui correspond à peu près à la longue guerre contre l'Irak. La République islamique va profiter de ce conflit pour asseoir son régime. Des milliers d'opposants, ceux-là même qui avaient participé au renversement du Shah, sont alors emprisonnés, torturés, tués ou contraints à l'exil. Et puis à partir des années 90, une fois que le régime théocratique et autoritaire était bien en place, a commencé une phase un peu plus ouverte où des figures considérées comme réformistes ou du moins modérées ont été autorisées à se présenter aux diverses élections et où dans la vie de tous les jours, il a été possible de s'aménager des petites marges de liberté relatives où les femmes pouvaient par exemple porter le voile de manière un peu plus relâchée. Mais cette longue parenthèse se referme en 2020-2021 où plus aucun modéré n'est autorisé à candidater. En 2021, c'est l'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi qui est élu, mais avec une participation historiquement basse. Le pacte électoral est brisé, les Iraniens ne croient plus dans le pouvoir des urnes. Un an plus tard, ils prennent la rue. Dans le livre, une des choses que vous montrez très bien, c'est qu'il s'agit pour vous d'un soulèvement révolutionnaire. C'est pas une simple révolte. C'est quoi la différence entre une révolte et une révolution? Est-ce qu'on peut dire que quelque chose est révolutionnaire s'il n'y a pas eu de changement de régime? Les acteurs et les actrices elles-mêmes nomment ce qui se passe révolution. Donc déjà, je pense que là, il faut être attentif à la façon dont les choses sont nommées. Le soulèvement qui a eu lieu en 2022 en Iran, qui a commencé en 2022 en Iran, a des dimensions révolutionnaires parce que il rassemble toutes les franges de la population. Il a lieu partout dans le pays en même temps. Il n'est pas localisé géographiquement. Il demande un renversement du régime, un renversement du pouvoir. Donc il a un discours révolutionnaire. Et par ailleurs, il opère en fait un renversement des règles du jeu politique. Ce qui me plaît avec Shohra Makaremi, c'est qu'elle affine ma compréhension de ce qu'est un processus révolutionnaire. Elle ne réduit pas la question à celle du résultat, savoir s'il y a eu ou pas un renversement du pouvoir. Elle attire plutôt notre attention sur la dynamique révolutionnaire, ce qui oblige à aller chercher des indicateurs plus complexes. Et la première chose qu'elle fait remarquer, c'est le fait que le mouvement Femmes, Vie, Liberté a franchi ce qu'elle appelle les lignes rouges du régime. Pour moi, ce qui caractérise ce pouvoir de la République islamique, ce sont les lignes rouges. Si on franchit ces lignes rouges-là, on a de graves problèmes. Et donc, il y a certains sujets dont il ne faut pas parler. Et d'autres sujets qui sont où on peut justement négocier des opportunités et des possibilités. Et c'est justement ce processus, cette relation entre société et État qui fait que à chaque fois qu'on dit l'Iran est une dictature, eh bien il y a une levée de bouclier avec des gens qui disent mais non, mais moi je vis en Iran, je viens d'Iran, on fait ce qu'on veut, on peut avoir ses petits amis, on peut fumer, on peut porter son voile relâché, etc. Le tout, c'est de savoir justement naviguer entre les lignes rouges. Mais voilà, certaines lignes rouges sont
non négociables, comme par exemple la question du voile obligatoire. Ça, c'est vraiment l'ADN du régime. Le fait de retirer le voile, donc, est un geste révolutionnaire puisqu'il transgresse une ligne rouge a priori non négociable du régime. Alors comment ces lignes rouges ont-elles été tracées ? D'abord par beaucoup de violence, en particulier au cours de la décennie des années 80, où le régime assoit son autorité et réprime violemment aussi bien les femmes qui ne mettent pas le voile que les opposants. Mais les lignes rouges sont aussi tracées par une politique de déni et d'effacement de cette violence, une fois que les normes et les limites ont été intériorisées par tout le monde. Les politiques de déni, c'est le discours et aussi les pratiques et les techniques qui consistent à effacer les traces des crimes d'État en effaçant la présence même des personnes qu'on a tuées. Par exemple, en 88, il y a eu un massacre de plusieurs milliers de prisonniers qui étaient ceux qui restaient, en fait, qui n'avaient pas été tués jusque-là durant les années 80 dans les geôles du régime. Donc, plusieurs milliers d'opposants ont été tués en quelques mois. Ma mère faisait partie de ces prisonniers massacrés en 88, mais ces massacres-là sont restés secrets, tant et si bien que moi, quand je parlais avec des Iraniens qui avaient vécu en Iran, qui avaient grandi en Iran et qui avaient à peu près mon âge, encore au début des années 2000, on disait mais ce sont des rumeurs contre-révolutionnaires, les massacres de 88. Donc en fait, le fait qu'il soit possible d'éradiquer comme ça, avec une violence extrême, plusieurs milliers de personnes et que il soit interdit d'en parler, les corps ne soient pas rendus et que les familles soient surveillées et tenues au silence, eh bien, ça fait partie des mécanismes de terreur par lesquels sont instituées ces lignes rouges. Et j'explique comment est-ce que la section de cimetière dans laquelle étaient enterrés les opposants exécutés dans les années 80 dans la ville de Bandar Abbas en Iran, parmi lesquels ma tante Fatah Nezarei et son mari, Ali Mohammad Rambari, cette section de cimetière-là a été recouverte par une route égoudronnée. Et il y avait un terre-plein qui permettait aux familles de quand même se recueillir. Et ce terre-plein a été détruit pour que maintenant les voitures passent sur ces tombes, parce que la présence en fait de ce recueillement des familles et donc cette mémoire de la violence et des crimes d'État dans cette ville, à quelques centaines de mètres de la mosquée où a lieu les prières du vendredi, donc la mosquée politique de la ville, eh bien était insupportable. داریم میریم سراغ قبر فتوانی. C'est pour ça que le film, par exemple, que j'ai fait s'appelle Hiç, qui veut dire rien en persan. Et ces politiques de déni sont extrêmement importantes parce que c'est ce qui permet de forger une fiction du pouvoir qui, en Iran, par exemple, a permis de faire croire aux Iraniens que la République islamique était réformable. Autrement dit, ces politiques d'effacement, cette orchestration de l'oubli des violences d'État passées, a permis au régime de se présenter comme démocratique et réformable, à condition bien sûr de porter des revendications raisonnables à l'intérieur des lignes rouges. Pendant des années, les lignes rouges ont été relativement acceptées et c'était un statu quo à l'intérieur duquel, en fait, se négociaient les possibilités de changement politique. C'est pour ça que les féministes iraniennes, qui étaient déjà extrêmement actives et extrêmement puissantes, très organisées, dans les années 2000, dans les années 2010, elles n'ont pas demandé la fin du voile obligatoire. Elles ont demandé elles ont mené d'autres luttes, qui étaient des luttes absolument essentielles, sur la question de l'égalité politique des femmes. Le lieu de rendez-vous, une librairie du centre-ville. Une occasion d'écouter les plus militantes qui viennent de lancer une pétition pour faire changer les lois. Des lois qui les soumettent toujours à l'autorité masculine. Mais elles n'ont pas demandé la fin du voile obligatoire parce que c'était une ligne rouge. Et que pour elles, leur démarche était pragmatique. Elles étaient encore dans justement cette hégémonie idéologique du réformiste. Et il ne s'agissait pas de remettre en cause les fondamentaux de la République islamique, mais de stratégiquement pouvoir négocier ce qui pouvait l'être. Et ce qui se passe en 2022, quand les filles vont dans la rue, les femmes vont dans la rue et qu'elles enlèvent leur voile et qu'elles le brûlent, eh bien, elles retournent les lignes rouges, qui étaient des frontières de l'espace public, en barricade, et elles montent dessus. Et c'est en cela que le soulèvement est révolutionnaire. Jusqu'à présent, les féministes iraniennes se concentraient donc sur des réformes concernant les droits civils, les questions d'héritage ou le droit de faire du sport. Et pour ce qui est du voile, elles le portaient plus relâché, plus court ou plus coloré, mais elles le portaient. Le soulèvement de 2022 est donc révolutionnaire puisqu'il s'en prend frontalement à cette ligne rouge et ce faisant, il fait vaciller 3 piliers du régime.
il s'attaque particulièrement à 3 piliers qui permettaient à la République islamique en fait de tenir, d'assurer son hégémonie, c'est-à-dire d'assurer un pouvoir qui fonctionne pas uniquement par la force des kalachnikovs, mais également par l'adhésion, en rendant les boulons de ce pouvoir relativement invisible et en créant des statu quo qui sont acceptés par la société civile dans une certaine mesure. En fait, il y a 3 piliers principaux qui s'effondrent en 2022. C'est le régime d'affect, en effet. Ce sont les valeurs et ce sont les modes d'identification collective, c'est-à-dire ce qu'on pourrait dire l'identité collective, l'identité nationale des Iraniens. Commençons par l'identité collective iranienne. Celle-ci s'est construite autour d'un récit fondateur présentant le régime des mollahs comme seul héritier légitime de la révolution de 79. L'identité iranienne s'est aussi façonnée autour de la célébration des martyrs, ceux de la révolution de 79 victimes de la répression du Shah, puis ceux de la guerre avec l'Irak. Nouveau héros de la République islamique, le candidat aux martyrs. Arrachés à leur milieu, les volontaires sont mis en condition. Il faut les convaincre que la société est corrompue et que seule la mort leur ouvrira les portes du paradis. Et l'identité iranienne s'est enfin soudée contre la figure de l'ennemi irakien, et l'ennemi intérieur, l'opposant au régime. On a d'abord une république islamique qui a réussi à faire coïncider en fait l'identité iranienne et l'identité républicaine islamique. Et ça, c'est un travail de longue haleine qui a pris beaucoup de sang, qui a pris beaucoup de temps. Et ce qui s'est passé en 2022, quand les supporters iraniens ont sifflé leur équipe nationale dans le stade de football de la Coupe du Monde au Qatar, eh bien, c'est tout à coup l'identité iranienne, le être iranien et la République islamique, eh bien, ne se rabattent pas l'un sur l'autre. Et on avait des slogans qui étaient chantés dans la rue comme « Je me battrai, je mourrai, je libérerai l'Iran », qui montrent que tout à coup on perçoit l'Iran comme un pays qui est occupé par une clique qui est celle de ses élites dirigeantes, et donc on fait une déconnexion entre le pays réel en gros, où une identité iranienne comme ça collective qui du coup est transnationale, qui dans le pays et en dehors du pays, et qui est en opposition avec la République islamique qui ne représente plus l'iranité. Mais ce divorce, cette déconnexion, elle est relativement récente. Ensuite, le deuxième pilier qui est ébranlé en 2022, c'est celui des valeurs. On ne valorise plus la prudence, mais le courage. Si on reprend le slogan de campagne du président réformiste Khatami, c'était prudence, patience, modération. On arrive à l'époque réformiste, dans les années 90, avec cette idée, avec une espèce de retournement qui fait que finalement la question du courage politique et de l'entêtement devient assimilée à une forme de violence. La contestation radicale est assimilée à une forme de violence, d'extrémisme, et que la non-violence, eh bien, c'est le réformisme. Donc là, j'imagine que ça peut parler à certaines personnes qui sont engagées, par exemple, dans le militantisme écologique aujourd'hui en Occident. Cette façon de faire de la contestation radicale une forme de violence. Et ce qui s'est passé en 2022 autour de cette question des valeurs, c'est que le courage est redevenu une valeur fondamentale. Et on voit par exemple circuler des vidéos de jeunes filles qui crient contre des miliciens, qui se déchaînent contre des miliciens qui leur demandent de se revoiler en disant mais non, je me voilerai pas, je fais ce que je veux, c'est toi l'oppresseur, etc. Ces formes d'éclat de violence dans la rue, en fait, auraient été perçus comme de la folie ou d'hystérie il y a quelques années. Et tout à coup, ça devient des signes de courage. Ce système de valeurs était lui-même adossé à un régime d'affect, et en particulier cette valorisation de la prudence reposait sur la culture d'un sentiment d'indifférence. Et ça, c'est le troisième pilier du régime qui tombe. Et c'est quelque chose dont parle la philosophe allemande Hannah Arendt dans Les origines du totalitarisme, où elle analyse comment l'indifférence va de pair avec l'individualisme, avec l'atomisation de la société, qui empêche de ressentir de l'empathie pour les autres.
Cette atomisation dont parle Hannah Arendt quand elle étudie les sociétés totalitaires s'appuie beaucoup sur des formes d'indifférence à la violence. Et cette indifférence-là, pour moi, est un élément clé. L'indifférence se produit socialement, elle est construite socialement, et la façon dont elle se produit ne va pas du tout de soi. De même qu'il y ait des sans domicile fixe qui puissent mourir de froid alors qu'il y a beaucoup de logements vacants et qu'on passe à côté d'eux par des températures en dessous de zéro et qu'on puisse accepter en fait cet état de fait, eh bien ça c'est socialement construit. Il faut tout un ordre social pour que ça puisse avoir lieu. Et bien de la même façon, moi, quand j'étais petite et que ma mère était détenue, à un moment était transférée dans la prison d'Evin, eh bien, elle était détenue au secret dans un centre de détention des gardiens de la Révolution. Et notre famille, comme beaucoup de familles de prisonniers et de prisonnières, étaient appelées dans un parc de loisirs qui s'appelait le Luna Park. Et c'est là où les familles de prisonniers, en fait, recevaient des nouvelles de leurs proches. Et c'était un espace extrêmement violent, hein. Il y avait des mères qui s'effondraient, qui étaient violemment évacuées par les gardiens de la Révolution. Et en même temps, ce parc-là faisait toujours office de parc de loisirs, de centre de loisirs. Et je me souviens au même moment d'avoir été dans des manèges, d'avoir mangé des glaces, des barbes à papa, etc. L'endroit est désormais géré par les gardiens de la Révolution. On s'amuse ici comme à la Ferté-sous-Jouarre. Et des années plus tard, en fait, je me suis demandé, en revisitant ces souvenirs d'enfance, comment il avait été possible que des gens, en fait, s'amusent à côté de ces familles qui étaient complètement effondrées et qui demandaient des nouvelles de leurs proches, dont on leur annonçait l'exécution. Et comment il était possible même que ceux qui fréquentaient ce parc disent ne rien savoir, en fait. Cet exemple du Luna Park qui continue de fonctionner est complètement fou. Reste à comprendre comment se fabrique cette indifférence. Et là encore, la violence d'État joue un rôle fondamental. Shoura Makaremi parle notamment de l'effet paradoxal des nombreuses exécutions publiques. Le fait de mettre en scène régulièrement beaucoup d'exécutions, par exemple, ça a fait qu'on s'habitue. En effet, on s'habitue il y a quelque chose non seulement de l'ordre du quotidien, mais aussi de l'ordre du spectacle, puisque avec les exécutions qui sont rendues publiques, par exemple, ça devient un événement collectif. Ça a commencé avec les toutes premières exécutions menées par les tribunaux révolutionnaires. Il y avait une mise en spectacle vraiment de la violence qui permettait en fait d'indiquer à la population quel était le niveau auquel se situait maintenant quel était le nouveau régime sensible en fait. Cette question du seuil de tolérance est très important parce que l'Iran est un pays où la peine de mort existe non seulement pour la vente de la drogue, mais également pour la simple possession de stupéfiants. Le fait qu'il y ait énormément de jeunes hommes qui soient exécutés pour des questions de drogue, c'est ça qui rabaisse le seuil de sensibilité à la violence et qui permet aussi d'exercer une plus grande violence politique. Ce qui s'est passé en 2023 et qui pour moi participe en fait de cet effondrement des piliers de la République islamique, c'est que le repli dans l'indifférence n'a pas eu lieu. La violence d'État avait donc été à la fois mise en spectacle et banalisée, mais la révolte suscitée par la mort de Mahsa Jina Amini a signé le retour de l'empathie et de la solidarité. La société civile iranienne, en fait, s'est massivement orientée vers des pratiques qui appartenaient jusque-là à la marge uniquement aux familles des prisonniers politiques et des manifestants des contestations antérieures, et qui sont des façons de demander justice pour ceux qui sont morts, d'ancrer la contestation contre le pouvoir dans un deuil et de se montrer extrêmement solidaire et empathique de célébrer en fait les personnes qui sont exécutées. C'est dans le deuil
de Gina Mahsa Amini, et dans les émotions ressenties face à l'injustice en fait de cette mort, que c'est ancré la mobilisation collective qui est partie comme ça, qui a embrasé le pays en quelques jours. Et en fait, la façon dont la mémoire des manifestants exécutés en 2023 continue de travailler la société iranienne, et la façon dont quelque part, c'est ce que je disais, les Iraniens se sont invités dans l'intimité de ces familles-là, au lieu de se détourner d'elles, comme ils avaient fait dans les années 80, et ma famille en avait fait l'expérience en fait de première main. Et bien cette façon de se sentir, de l'empathie, ce que j'appelle une politique de l'amour en fait, ou une résistance affective, et bien c'est une façon de lutter pied à pied contre les efforts du pouvoir pour retisser la trame de l'indifférence en fait. C'est là qu'on peut comprendre le rôle politique des émotions et comment ce moteur affectif de la révolte s'est étendu par le biais d'une empathie retrouvée au-delà des seules familles des victimes directement concernées par la répression du mouvement Femmes, Vie, Liberté qui a fait environ 500 morts. Et ce qu'on a vu, c'est que malgré cette répression, malgré le risque de se faire arrêter, torturer, condamner à mort, les Iraniens et les Iraniennes ont continué à protester, à se filmer. C'est hallucinant qu'ils prennent ce risque. En fait, moi, j'ai été un petit peu mobilisée en tant qu'experte de l'Iran en 2022-2023 pour faire sens du soulèvement, donner sens à ce soulèvement. J'avais l'impression que ce qu'on cherchait à savoir à travers les questions qui m'étaient posées, c'est de savoir est-ce qu'on peut légitimement être optimiste? Est-ce qu'on a des raisons de pouvoir penser que ce soulèvement va aboutir? Est-ce que le peuple iranien pourra renverser son pouvoir? Et donc, je me demandais pourquoi est-ce qu'on se posait ces questions-là. Et moi, il me semblait que là, on était au cœur du malentendu politique et philosophique, en fait, autour du soulèvement. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de bonnes raisons d'y croire. On n'a pas besoin de bonnes raisons d'être optimiste parce que, et c'est là que la question du courage s'articule à la question de l'espoir, en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les Iraniens ne pensent pas qu'ils ont de bonnes raisons d'y croire avant de se lancer. Quand on court pour avoir son bus, on n'est pas tout le temps en train d'évaluer est-ce qu'on l'aura ou est-ce qu'on l'aura pas. On court parce qu'on veut l'avoir. Eh bien, c'est la même chose quand les Ukrainiens ont fait collectivement face à l'invasion totale russe. Ils n'ont pas évalué leurs chances de réussite, mais il était question pour eux de se mettre dans une résistance de survie. Pour les Iraniens, il est question de se mettre dans un soulèvement de survie aussi. Donc, la question du courage, elle est liée à une pratique en fait de l'espoir, comme une pratique de lutte et une pratique collective. Et donc, à partir de ce moment-là, il me semble que le courage, c'est quelque chose avec lequel on se met en résonance et pas quelque chose qu'on applaudit de l'extérieur en évaluant la possibilité de mettre, nous, ici, en France, par exemple, de mettre notre espoir dans la balance de ce soulèvement en disant s'il a des chances de réussir, je crois en lui, et si par contre les Iraniens, les pauvres, n'ont aucune chance, eh bien ce n'est pas la peine d'y croire. Mais en fait, là, on se tire une balle dans son pied à soi. C'est pas aux Iraniens qu'on fait du mal en raisonnant comme ça. C'est à soi-même en tant que Français qui avons affaire à des défis politiques, écologiques, sociaux. On n'est pas armés en fait collectivement pour faire face à ça, puisque on a perdu toute pratique de l'espoir, on a perdu toute conception politique de ce à quoi sert en fait le courage et ce à quoi sert l'espoir. Si on commence à applaudir les Iraniennes, je pense qu'on est perdu. Et il s'agit au contraire d'apprendre d'elles pour arriver à évaluer comment est-ce que les soulèvements révolutionnaires réouvrent toujours la possibilité de déboulonner des ordres qui semblent indéboulonnables, parce que c'est comme ça que se construit l'hégémonie, en donnant l'impression que la fiction du pouvoir, c'est la réalité du pouvoir. Le régime tenait sur des piliers idéologiques qui lui assuraient non seulement l'obéissance, mais aussi l'adhésion du peuple, en combinant une politique de violence et de déni de cette violence, en réécrivant l'histoire et en faisant croire à la fiction d'une réforme possible, à condition de naviguer sagement à l'intérieur des lignes rouges. Le soulèvement de 2022 a disloqué ces piliers.
Même si les manifestations sont devenues rares, pour Shohrah Makarimi, la République islamique a définitivement perdu sa légitimité, elle ne se maintient plus que par la force et elle est donc condamnée tôt ou tard à mourir. Le mouvement Femmes, Vie, Liberté donne ainsi à voir à quoi ressemble un processus révolutionnaire. C'est un régime de valeurs et d'affects qui change, c'est une identité nationale qui se décolle de l'identité du pouvoir et ce sont des lignes rouges qui sont franchies et retournées en barricade. Pour aller plus loin, mes sources sont en description et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt!